toute la partie qui est en violette sur cette image, ici, est justement dédiée à l'exécution d'Ethereum Layer 1, donc à l'amélioration du Layer 1 au cours du temps. Ils ont enfin, je pense, compris au niveau de la fondation Ethereum et des chercheurs sur Ethereum qu'il faut faire les deux en parallèle. En fait, il faut scaler le Layer 1 dans la mesure de ce qu'il est possible de faire en respectant la décentralisation, tout en scalant via le Layer 2, parce qu'au final, tes Layer 2 fonctionneront que si tu as un Layer 1 qui est aussi suffisamment rapide et suffisamment performant. Quatrième et dernière chronique du jour. Encore merci Mika pour les actus IA. Sujet de fond cette semaine du coup, et sujet de fond assez tech, comme je vous l'ai dit en introduction, sur Ethereum. Alors pour introduire ce sujet de fond, je voulais d'abord vous partager mon écran. Hop. On a eu une belle présentation pendant la DevCon, on a parlé de la DevCon la semaine dernière, d'une roadmap d'Ethereum sur 5 ans. Alors cette roadmap, la voici, alors de manière très graphique et très imagée, avec en violet la partie exécution, en vert la partie consensus, et en orange la partie data. Notre but n'est absolument pas de vous expliquer cette roadmap en 10 minutes, hein, ça demanderait 4 heures de cours, et on le fera justement pour les consulting blockchain dans des vidéos bonus. Mais là, on a choisi 2 sujets en particulier. Le sujet qui est le plus près de nous sur la timeline, donc en fait, à gauche c'est le présent et à droite c'est dans 5 ans sur l'image qu'on voit. Et vous voyez le tout premier point en vert, c'est First Mainnet Préconf, donc la première préconfirmation qui a eu lieu sur le mainnet d'Ethereum. Donc on voulait commencer par vous expliquer justement ce que c'est une préconfirmation, parce que ça y est, ça commence à arriver sur le mainnet. Et on va vous expliquer ensuite un deuxième sujet qui sont les intents, vraiment également très à la mode pour les notions de bridge en particulier, mais pas que. Donc on va vous présenter ces 2 sujets-là. On va peut-être démarrer par les préconfs, ça vous va Cyril, Michael, ça vous va? Allez, donc petite explication rapide des préconfs. Pour ça, j'ai un schéma à vous montrer, c'est assez simple. Aujourd'hui, sur Ethereum Mainnet, les slots ont lieu toutes les 12 secondes, donc au mieux, les blocs ont lieu toutes les 12 secondes. On va pouvoir, au fur et à mesure du temps, diminuer cette période, peut-être vers 6 secondes, peut-être au mieux vers 4 secondes. On aura du mal à aller plus bas que 4 secondes si on veut rester un réseau décentralisé. Et donc pour cela, on est en train d'inventer un nouveau système qui s'appelle les préconfirmations, qui a une rapidité bien plus importante. Plutôt que d'attendre 4 secondes pour avoir une confirmation, on pourra atteindre que 100 millisecondes, donc 0,1 seconde, grâce aux préconfirmations. Comment ça marche? Quand vous faites une transaction, quelqu'un en fait qui va proposer, donc un proposeur de bloc, donc un validateur, qui aura un slot dans les slots qui viennent, va vous préconfirmer et vous dire « je m'engage à inclure votre transaction quand ce sera mon tour à moi ». Donc vous avez une confirmation de la part d'un futur validateur qui aura un futur bloc, puisqu'on connaît quelques blocs à l'avance, et qui va vous dire « je m'engage à ce que ta transaction elle soit incluse dans mon bloc qui aura lieu dans 3 blocs par exemple ». C'est une préconfirmation, et cette préconfirmation elle est contraignante. Le validateur qui l'accepte, il a une petite rémunération pour la préconf et il met en jeu de l'argent, il peut être slashé. Donc, de la même manière qu'on peut le slasher si on fait une bêtise sur le proof of stake d'Ethereum, il sera slashé si jamais il n'inclut pas la transaction qu'il a préconfirmée dans son bloc. Donc, il a une incitation économique à respecter sa parole. Il a un petit pourboire comme les frais de priorité quand il accepte une préconf et il a une sanction si jamais il a accepté une préconf qui au final n'a pas lieu. Ça permettra du coup d'avoir une confirmation de sa transaction bien plus rapide, plutôt que d'attendre 4, 8 ou 12 secondes, s'il faut attendre 1, 2 ou 3 blocs, eh bien, en l'espace de 100 millisecondes, vous avez une confirmation que votre transaction va être validée sur la blockchain. Donc, c'est une préconfirmation avec incitation et sanctions crypto-économiques pour protéger tout ça derrière. Donc, c'est extrêmement intéressant et c'est une manière de parvenir à une rapidité, à une fréquence de blockchain très rapide sans pour autant affecter la décentralisation de la blockchain. Donc, c'est assez récent. Comme innovation technologique, hein, ça s'est inspiré d'un des fonctionnements de Solana. Solana, ils ont des blocs de 400 millisecondes, donc 0,4 secondes, et ils ont un système, pas de préconf, mais qui ressemble un peu à ce système-là. Et donc Ethereum s'est inspiré des innovations technologiques de Solana pour proposer cette innovation, qui sera très pratique pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le Layer 1 directement à Ethereum, mais surtout pour tous les Layer 2, puisque du coup, tous les Layer 2 pourront utiliser eux-mêmes les préconfirmations d'Ethereum Layer 1. Tous les validateurs pourront rejoindre ce système de préconf. C'est un peu comme le principe de MEV-Boost, pour ceux qui connaissent, où on peut créer des blocs désormais avec MEV-Boost. On doit juste télécharger un petit logiciel en plus quand on est un nœud validateur. Et bien aujourd'hui, il y a un logiciel qui s'appelle Commit-Boost, que tous les validateurs peuvent télécharger à côté de MEV-Boost, et ils pourront participer à ces fameux pré-commitments. Dans les mois qui viennent, hein, la toute première préconf a eu lieu sur le mainnet, donc là, ce mois-ci. Le temps qu'il y ait un peu de maturité, ça prendra sans doute quelques mois. Mais tous les validateurs du réseau pourront désormais proposer des préconfs et du coup générer un petit peu de rendement supplémentaire notamment et apporter une nouvelle fonctionnalité à Ethereum. Donc voilà pour l'explication
grosso modo des préconfs. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous connaissiez déjà Cyril, Mickaël, Virgile, est-ce que vous en pensez, si vous avez un avis sur la question? Forcément, je connaissais parce que je me suis intéressé à l'écosystème Solana et même, je sais pas, quand je pense à un AVAX, en fait, on peut imaginer un petit peu ce même genre d'idée d'avoir un protocole qui essaye dans son consensus d'aller vite justement sur la confirmation des transactions. Et c'est quelque chose qui semble assez essentiel pour essayer de garder justement cet aspect de décentralisation et en même temps d'aller un peu plus vite parce que aujourd'hui on ne peut pas vraiment utiliser Ethereum, surtout pas Layer 1, pour faire des choses. Moi, ce qui m'interroge, c'est par contre cette roadmap qui était très Layer 2 centrée, qui là vient ajouter en fait quelque chose sur la table de la Layer 1. Est-ce que à terme il y aura des préconfs pour des blobs ou ce genre de choses? Ça pourrait aussi être intéressant pour l'usage de Layer 2 à voir, mais c'est bien qu'ils mettent quand même un petit peu, de mon point de vue, un petit peu d'investissement en temps sur Ethereum Layer 1. Tout à fait. D'ailleurs, toute la partie qui est en violette sur cette image, ici, est justement dédiée à l'exécution d'Ethereum Layer 1, donc à l'amélioration du Layer 1 au cours du temps. Ils ont enfin, je pense, compris au niveau de la fondation Ethereum et des chercheurs sur Ethereum qu'il faut faire les deux en parallèle. En fait, il faut scaler le Layer 1 dans la mesure de ce qu'il est possible de faire en respectant la décentralisation, tout en scalant via le Layer 2, parce qu'au final, tes Layer 2 fonctionneront que si tu as un Layer 1 qui est aussi suffisamment rapide et suffisamment performant. Donc tout ce qui est en haut, c'est un peu technique, mais toute la partie violette que vous voyez en haut, c'est justement l'amélioration du layer 1 d'Ethereum. On voit par exemple ici qu'ils ont prévu de multiplier par 10 la gaz limite d'Ethereum, donc de passer de non pas à 30 millions de gaz par bloc, mais à 300 millions, et encore ensuite x 10 à nouveau, donc de faire un x 100 au total. Donc tout ça, c'est prévu dans les roadmaps via notamment des Zero Knowledge Proof, de faire un ZKEVM sur Ethereum. Bref, c'est technique, on verra ça dans d'autres chroniques, mais ils ont enfin intégré, effectivement, je pense, cette notion, ce qui est important. Puis ça avait été déjà démarré, en fait, cette idée-là à l'ETHCC, où justement Vitalik disait, aujourd'hui, moi je vous propose une roadmap qui est discutée évidemment avec l'ensemble des connaisseurs d'Ethereum. Je fais un résumé, mais fondamentalement, c'est aussi une roadmap qui est un petit peu opinionated, enfin, je sais pas comment on peut dire, qui a une opinion. Opiniâtre, ouais. C'est-à-dire que il indique que lui-même il est aussi pour les Layer 2, mais que en fait on peut aller dans les deux sens et il l'évoquait un petit peu déjà à l'ETHCC. Il y a Tout à des fait. trucs à rajouter de votre côté, Mika et Virgile? Non, vous avez dit le principal, je pense. C'est toujours intéressant de voir aussi ce côté un petit peu empirique des choses, où au final, on est dans cette recherche d'équilibre entre sécurité, rapidité, décentralisation. Ça va être intéressant de voir d'éventuels effets de bord liés à ça, même s'il y a des testnets, etc. On verra quand même, une fois que ça sera en prod réel, si ça va rester comme ça et jusqu'à quel point ils vont pouvoir optimiser, mettre les coups de tournevis. Je trouve que c'est super intéressant pour l'avenir, un peu risqué éventuellement, mais comme vous l'avez dit, ils ont pas le choix, il faut que le Layer 1 il le dépoussière un peu et qu'il le dépoussière en parallèle d'optimiser les Layer 2, sinon il va y avoir un grave souci dans les années à venir. Oui, c'est tout à fait ça. C'est clair que si on se retrouve si on se retrouve avec des layers 2 qui sont très scalables et qui sont très utilisés, mais que si le layer 1 n'est absolument pas scalable, va y avoir enfin si jamais un layer 2 a un souci, il va y avoir un énorme problème pour faire sortir tous les utilisateurs au cas où les layers 2 ont des problèmes. Et ouais, très content très content qu'il y ait les préconfirmations parce que non seulement ça va permettre d'améliorer la finalité, mais par extension ça va aider la sécurité des layers 2 aussi parce que voilà, c'est enfin si on veut tant qu'il y a tant que la finalité restera longue sur layer 1, la sécurité des layers 2 va en pâtir. Donc ouais, c'est après faut voir à long terme, il faut voir aussi comment ça va s'implémenter parce que aux dernières nouvelles, la mise à jour Pectra, elle a pris du retard. Donc, faut voir aussi comment ça va se passer. Elle est divisée en deux. Ce qui est beau avec les préconfs, c'est que ça n'a pas besoin d'être ajouté dans un fork en fait, vu que c'est un truc comme MFBoost qui est rajouté, c'est un travail supplémentaire qu'a fait l'éditeur, c'est un travail qui se fait en parallèle des forks traditionnels. Alors on ne le voyait pas trop, mais sur l'image que j'ai partagée avant, ce qui nécessitait un fork, je vous le remonte quand même rapidement, elle a été en rouge.
Donc tout ce qui est encadré en rouge, c'est ce qui nécessitait un fork. Là, on voit celui-là, celui-là, celui-là. Alors que les préconfs ne nécessitent pas de fork en tant que tel. Ça peut se faire en parallèle. Donc Ah, d'accord. le talk de Justin est super intéressant si vous voulez l'écouter. Il explique justement qu'est-ce qui nécessite un fork, qu'est-ce qui n'en nécessite pas. Mais Ethereum travaille en fait en parallèle sur plein de choses diverses et variées. Et le gros avantage du préconf, c'est que ça peut se faire en dehors des forks. Donc c'est cool en termes de rapidité et d'itération. Allez, vu le Tout à temps, je vous propose de passer Ouais. au sujet suivant, les intents. C'est ça que tu voulais dire, Cyril? Exactement. J'allais te dire, est-ce que je peux prendre 3 minutes pour parler des intents? Mais c'est parfait, tu peux partager mon écran aussi. Donc sur mon écran, on voit quoi? On voit CoSwap. CoSwap, c'est un outil qui utilise des intents. Alors c'est un outil de DeFi qui permet notamment de swapper. Et l'idée des intents, pour la faire simple, c'est notamment de pouvoir créer une abstraction qui représente l'objectif ou le résultat souhaité finalement d'une transaction. Admettons, je dis voilà, j'aimerais bien réaliser sur CoSwap une transaction qui m'amène à donner par exemple un Ether et je reçois, je sais pas, 10 000 $. Voilà. En fait, cette transaction-là, je la donne au réseau, et donc je la donne à l'ensemble du réseau, parfois c'est centralisé, parfois c'est décentralisé, à voir. L'objectif, c'est que quelqu'un à un moment donné va prendre cette transaction et dès qu'elle va être réalisable, hop, il va l'exécuter. Donc moi, ça a pour moi deux intérêts. Ça a un premier intérêt de me donner une sorte d'order book un petit peu, ça me permet un petit peu de dire ce que j'ai envie d'avoir. Et deuxièmement, ça me permet aussi d'être sûr et certain qu'à la fin, j'ai ma transaction qui est faite dans les conditions que j'ai souhaitées en amont. Donc du coup, j'ai créé mon intention, et mon intention peut être réalisée. Alors, ce système-là, il existe sur CoSwap, mais on va voir, c'est pas le seul, mais ils le mettent très en avant, parce que bah, forcément, c'est le genre d'éléments qui ont fait vraiment évoluer la manière dont on peut envisager même les AMM, donc les trucs comme Uniswap, quoi. Ça a fortement évolué, et évidemment, on y retrouve un grand intérêt. Mais c'est pas les seuls à l'avoir fait, et déjà avant ça, je dois dire que bah, c'est un cas d'usage qui est extrêmement intéressant. Au moins, on évite le MIV, donc on évite des problématiques potentielles, et puis à la fin aussi, on a des outils qui sont très simples à mettre en place. On dit juste, bah, ok, j'ai envie de faire ça, et à la fin, ça se réalise. Donc plutôt pas mal. Donc ça simplifie le truc, ça devient plus efficace. Évidemment, on peut émettre des critiques dessus, puisque la plupart du temps, c'est centralisé autour de ce qu'on appelle des solvers. Donc, ce sont les gens qui prennent les intents et qui vont les réaliser derrière. On peut plus ou moins le décentraliser, c'est ce que fait CoSwap. Mais bon, c'est pas parfait, évidemment. Donc, ça va dans cette idée-là. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de projets qui aujourd'hui vont autour de ça. Donc, j'ai cité CoSwap, mais on peut citer évidemment Anoma. Anoma, c'était le sponsor principal de l'ETHCC. Et ils ont eu du coup un grand talk qui était assez intéressant sur les intents, en tout cas de mon point de vue. Où en fait, globalement, ils créent l'architecture, excusez-moi, un petit peu complète, qui est centrée du coup sur les intents, permettant du coup de faire ces transactions de manière plutôt propre. C'est pas les seuls, on voit des Layer 2 qui aujourd'hui essayent de créer des blockchains intent-centriques. Alors c'est un peu particulier, j'ai trouvé ça pendant mes recherches pour cette émission. Donc du coup c'est Essential qui vraiment se débrouille pour essayer de faire sur une stack Optimism, d'essayer de faire du coup uniquement des intents. Et on a des outils pour des développeurs qui vont faire du coup de la chain abstraction. Alors ça c'est un autre sujet que les intents, mais qui vont faire en gros, on passe une transaction, peu importe la chaîne, on va pouvoir la réaliser dessus si on dit qu'elle doit être réalisable dessus. Et en fait, dans cette chain abstraction, on a un petit peu l'obligation du coup d'aller sur des intents, parce qu'en gros on dit ok, je veux que sur cette chaîne tu réalises telle opération, et donc ça va un petit peu dans le même sens. L'idée évidemment pour l'utilisateur d'une DApp, c'est de dire ok, moi je veux juste faire cette action, on m'en fiche de comment elle est faite, réalise-la moi. Donc ce qui rend les choses un petit peu plus simples finalement. Voilà, je sens que tu voulais parler, Gaëtan. Non, je voulais juste dire que c'est. Ok. Comment est-ce que tu disais, c'est que les intents, c'est vraiment extrêmement puissant. En fait, on déclare juste un souhait sur la blockchain et entre guillemets, on abstrait l'exécution de ce souhait. Donc nous, on autorise, enfin, on dit je veux échanger tel actif contre tel autre actif. Et l'avantage, c'est que les solvers qui vont solve notre intent ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'on a autorisé. Donc si je dis je veux échanger un Ether contre 3000 USDC, bah certes, les solvers ne sont pas forcément extrêmement décentralisés derrière, mais ils ne peuvent faire rien d'autre que ce que moi j'ai autorisé de base. Ils vont simplement, le meilleur d'entre eux pourra exécuter mon ordre, mais ils ne peuvent pas faire autre chose que ce que j'ai demandé. Donc c'est extrêmement intéressant, et ça permet d'abstraire la complexité d'un point de vue utilisateur, tout en restant safe, entre guillemets.
Ouais, tout à fait. Il y a quand même de la cryptographie et de la signature qui est impliquée là-dedans. On peut pas faire n'importe quoi. Quelqu'un ne peut pas faire une opération à notre place. L'opération qu'on demande doit être réalisée entièrement pour pouvoir être exécutée. Donc voilà, on voulait un petit peu parler de ces éléments-là ensemble, les intents et les préconfs, puisque en fait, ce sont des nouveautés tout simplement sur les transactions elles-mêmes, sur comment on gère la finalité d'une transaction et comment on gère même la transaction elle-même. Donc on trouvait que c'était deux sujets un petit peu connexes qui valaient le coup d'être abordés ensemble. Yes, je voulais juste répondre à la question de Tikalis, du coup, est-ce que ça doit être réalisé dans le bloc suivant? Pas forcément. Quand tu fais un intent, tu peux donner une durée d'expiration, donc tu peux dire je souhaite vendre un Ether contre 1000 USDC, par exemple. Là, j'ai un exemple de swap, mais ça peut être n'importe quoi. Et ça doit être réalisé dans la demi-heure qui suit, donc CoSwap fonctionne comme ça. CoSwap a 29 minutes pour réaliser ton intent, et s'il n'y arrive pas dans les 29 minutes qui suivent, ton intent est dit abandonné. Mais ça, c'est toi qui configures l'intent comme tu souhaites, tu peux lui donner une date d'expiration en fait, à tout moment. C'est pas forcément dans le prochain bloc. Tout à fait. Après, il faut quand même garder à l'esprit que dans le domaine des intents, on est encore qu'au début parce qu'il y a encore énormément de questions qui sont actuellement sans réponse. Parce que on parle d'intent, mais à quel moment, enfin, à quel endroit où on laisse l'intent agir, tu vois? Est-ce que c'est au niveau du wallet? Est-ce que c'est au niveau du front-end? Est-ce que c'est au niveau du RPC? Là, pour l'instant, il y a pas mal de développeurs qui sont un peu en train de se batailler pour savoir qui a raison parmi tous ces intermédiaires-là. Donc voilà. C'est sur le moment, les travaux sont en cours, mais dans quelques années, on aura certainement pas mal de réponses. Parfait. Il est Nickel. 13h33. On est un tout petit peu débordé. Encore merci à tous pour votre suivi pendant ces chroniques. Donc il y aura une de ces chroniques qui sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube si vous voulez avoir justement des extraits des chroniques passées, les extraits les plus intéressants.